Cap sur Venise pour débuter cette émission. Nous suivrons des collégiens de la Ciotat qui ont participé à la célèbre régate la Vogalonga. Seconde étape en Jordanie où nous découvrirons le temple de la gastronomie où une jeune chef perpétue une tradition ancienne. En Slovénie, nous pénétrerons dans des grottes spectaculaires, il y en a 12 000 dans le pays. Enfin, la séquence mémoire et un retour à Sderot pour un festival du cinéma qui favorisait le travail des étudiants. Elle est devenue l'un des plus grands rassemblements navals du monde et attire des rameurs des 5 continents. La Vogalonga est une randonnée de 32 km à la rame à Venise et dans le nord de la lagune. Elle a été créée en 1974 par un petit groupe de passionnés désireux de maintenir la tradition. Parmi les participants à cette édition 2018, des collégiens de la Ciotat dans les Bouches-du-Rhône. En ce dimanche de Pentecôte, une marée de rameurs prend possession du bassin de Saint-Marc. Le départ de la 44e Vogalonga approche. Face au Palais des Doges, les équipages du collège Matago de la Ciotat attendent le coup de canon, après plusieurs mois de préparation. Alors, on est au paradis sur Terre. C'est magnifique. Là, c'est que pour ça qu'on se prépare, pour être vraiment au moment M, au temps T, au jour J, tu vois. On a hâte que ça commence, voir tout le monde partir, voir tous les bateaux passer, parce que bon, là, comme on est ici sur le côté, on voit pas encore tout le monde, mais quand il y a tout le monde qui va passer, ça va être vraiment particulier. Les équipages viennent du monde entier. Dans la foule, les collégiens parviennent à repérer leurs amis de la Rémière à Sérénissime, l'une des 40 sociétés de rame à la vénitienne. C'est la 44e et tout va très bien. Moi, quand je suis dans la barque, dans la lagune, entre les bancs de sable, je suis moi-même. La Rémière à Sérénissime est hébergée avec 7 autres sociétés dans cet immense hangar à bateaux du quartier de Canareggio. Elle a été fondée en 1977, 3 ans après la première Vogalonga, et elle est présidée par Alberto Olivi. La Vogalonga a certainement l'énorme mérite d'avoir relancé l'activité de la rame à la vénitienne et aussi la construction navale. Mascarette, Caorline, Gondole, les 200 embarcations entreposées ici ont presque toutes été construites après la création de la Vogalonga. Mais depuis, l'enthousiasme est retombé. La discipline de la rame à la vénitienne est une discipline qui est en train de disparaître parce que c'est une discipline qui est restée le patrimoine des personnes les plus âgées. Les jeunes viennent difficilement à cette discipline. C'est vraiment dommage parce que on n'est pas en train de parler d'un hobby, mais on est en train de parler de 1500 ans d'histoire. La Rémière à Sérénissime a pourtant une école de rame pour les enfants et des passionnés qui, tout au long de l'année, participent à des régates sur ces gondoles profilées. Alors, pour ces sportives, la Vogalonga est une récréation, mais elle est incontournable dans le paysage de la rame vénitienne. Oui, on va la faire, la Vogalonga, mais ça ne nous sert pas vraiment d'entraînement. On la fait comme ça, pour faire une promenade et pour faire un peu la procession. Ici, on soigne la décoration pour une journée très particulière. C'est le seul jour où l'on peut naviguer sans les vagues des bateaux à moteur. Le motondoso, c'est ce remous créé par les navires à moteur, dont la circulation sera interdite pendant la Vogalonga. Parmi eux, les paquebots de croisière, devenus un problème écologique majeur à Venise. En fait, ils passent par là pour que les 2000 mecs qui sont sur le pont là-haut, ils fassent leurs jolies photos vues du haut. Pendant l'année, les collégiens ont travaillé sur ces thématiques. Ça peut abîmer une belle ville comme Venise juste pour des touristes. Quand ils passent, on voit plus rien, on voit plus Venise. Alors les amis là,
Est-ce qu'on y est tous, vous êtes attentifs? Voilà, je tenais à vous présenter Antonio Rosasal, je pense que je vous ai suffi. Rencontre avec le fils du fondateur de la Vogalongue. À l'initiative de cette manifestation sportive et surtout écologiste pour dénoncer le moto-ondoise, je ne vais pas faire la leçon. Un organisateur ravi de la présence des collégiens français. À Venise, on n'arrive pas à faire ramer les jeunes. Et toi, tu les amènes de France? Buona Vogalonga. C'est toujours plus difficile de penser à bloquer les vagues des bateaux à moteur, parce que maintenant, toute la ville se déplace à moteur. Ça va de plus en plus vite. Le rythme de la vie est de plus en plus frénétique. Mais pour au moins un jour, on réussit à se réapproprier la lagune et à transmettre à nouveau les valeurs de la Vogalonga aux personnes qui viennent. Cette année, 8300 rameurs sont venus sur plus de 2000 embarcations. Les eaux sont particulièrement basses, certains passages très étroits, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Cette année, tout est concentré ici et là. Ça fait comme un fleuve, ou plutôt un canal. Plus loin, la route s'élargit pour les collégiens. Ce que j'appelle le désert lagunaire, moi. Et alors là, il y a de l'espace, mais c'est aussi fatigant parce qu'on a l'impression qu'on est vraiment en plein soleil et c'est éprouvant pour les rameurs. Mais ils sont vaillants, nos jeunes. On pourra s'applaudir, monsieur. On pourra s'applaudir, effectivement, ouais. Lisa, comment tu es, ma belle? Ça va, pas fatigué? Pas besoin de... Quand vous avez chaud, vous me le dites et que vous voulez boire. Hein. Vous la voyez, la 10 d'automne? On l'a vu passer. J'ai pris en photo. La 10 d'automne, c'est la plus grande gondole du monde. Amenée par Graziana Pavanello. Il y a tellement de monde. Trop peut-être. Peu de Vénitiens et beaucoup d'étrangers. Ici à Venise, on ne rame que comme ça, debout, c'est tout. À la veille de la Vogalongue, Graziana avait ouvert la porte de l'arsenal aux collégiens pour voir de près cette fameuse 10 d'automne de 25 mètres. C'est impressionnant. Ah oui. Tu t'imagines? Là-dessus? Non. Pourquoi? Et trop de misère. Cette gondole est le navire de représentation de la Société des canotières Querini, une honorable dame de 117 ans, à la santé vacillante. Malheureusement, les sociétés de rame ont beaucoup de difficultés à avancer. La passion est bien là, malheureusement, il y a de moins en moins de monde, de moins en moins de Vénitiens. Et les Vénitiens qui quittent la ville laissent derrière eux d'inestimables trésors qui ne sortent plus guère de ce hangar à bateaux. En effet, c'est un musée, puisque les bateaux que tu vois là, ces yoles, elles ont entre 70 et 80 ans. Plus personne ne s'en sert à Venise, parce qu'il y a le problème de la houle des bateaux à moteur, et avec ces bateaux, on ne peut pas sortir dans la lagune. Mario Doglioni était charpentier de marine. La passion chevillée au corps, ce retraité passe son temps à redonner vie au patrimoine. En quel état était-il? Pas bon. Viens voir. Tu vois le bois là et toutes les croûtes qui sont parties? Donc il faut remettre à nu tout le bateau et puis recommencer avec les différentes sous-couches et la finition. Après 28 km, la 10 d'automne entre dans Venise par le canal de Canareggio, un goulet d'étranglement. Vous avez la place là-bas, vous pouvez y aller. C'est un désastre. Un désastre. C'est très difficile de barrer. Il y a trop de bateaux. Trop. Allez, doucement, on y va, calmement, lentement. Après ce passage difficile, voici bientôt le Grand Canal, le pont du Rialto et le public nombreux qui acclame aussi les collégiens français. On y va tranquille, là, les gars, tranquille. Ça va être un peu le bazar aussi à l'arrivée. C'est de l'arrivée, là? C'est l'arrivée, là, c'est bon, ça vous plaît? Ouais. De ouf. C'est un truc de ouf. La 44e Vogalongue se termine. C'était super, mais il y avait un sacré bazar, ok? Les objectifs sont toujours les mêmes, le maintien de la tradition et la lutte contre les bateaux à moteur qui endommagent la ville.
Nous, on est contents de faire des choses pareilles, puisqu'au final, c'est des actions qui peut-être vont servir à quelque chose, on espère, et pour que les générations futures puissent voir Venise comme nous, on l'a vu aujourd'hui. Donc voilà, c'est cool. Franchement, c'est cool. Après l'effort, dans ce palais du XVIIe siècle, l'orchestre du Conservatoire de la Ciotat se produit, devant des rameurs épuisés, mais comblés. Derrière les murs, dans les canaux et sur la lagune, les navires à moteur ont repris possession des lieux, jusqu'à la prochaine Vogalongue. Amman Beit City est un peu le temple de la gastronomie jordanienne depuis plus de 5 ans. C'est une belle demeure des années 40 où une jeune chef jordanienne, Maria Haddad, fait revivre les recettes de sa grand-mère et perpétue la tradition familiale, une expérience culinaire et culturelle très appréciée des touristes. Dans le centre historique d'Amman, épinards, thym, sauge. C'est un rituel dont Maria Haddad ne peut se passer. Chaque jour, elle vient faire ses courses dans ce petit marché aux fruits et légumes, le plus ancien de la capitale. Elles sont bien locales, ces pommes? Oui, bien sûr. Ce qui est bien avec les pommes de ce marché, c'est qu'elles sont locales et qu'elles ne sont pas traitées. On peut les manger sans les éplucher avec la peau. Pour Maria, ces fruits et légumes tous issus de maraîchers locaux ont un goût incomparable. Dans ce marché, cette chef qui a travaillé dans de grands restaurants est dans son élément. C'est un sentiment incroyable. Les couleurs, la fraîcheur, l'odeur, les parfums, les fruits et les légumes sont si bons. Ça me fait vibrer. Et ici, vous pouvez voir que ce sont les vrais Jordaniens. Ils sont créatifs, adorent s'amuser et profiter des petits plaisirs de la vie. Chaque légume, chaque fruit a sa propre chanson. Que demander de plus ? Si Maria apprécie tant cet endroit, c'est que pour elle, la nourriture a une importance fondamentale. C'est même une obsession. Car dans la culture jordanienne, nourrir sa famille et ses proches est une façon de montrer à quel point on les aime. La première question que ma mère me pose quand elle m'appelle, c'est « Qu'est-ce que tu as mangé au déjeuner, au petit déjeuner, au dîner ?» Pour elle, la chose la plus importante est de savoir si j'ai mangé. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais dans notre culture, c'est ainsi que nous montrons notre affection. À 32 ans, Maria a fait de cette passion familiale pour la gastronomie de son pays son métier. Elle fait revivre la maison et la mémoire de sa grand-mère Vera depuis 6 ans, dans le plus ancien quartier d'Amman, Al-Webde, une sorte de village qui rassemble nombre de petits commerçants et artistes. Dans cette demeure des années 40, elle a ouvert Beit City, un restaurant un peu particulier. Ce sont les convives qui préparent eux-mêmes des spécialités jordaniennes. On va avoir un grand groupe de 25 personnes aujourd'hui. Ce qui est super, c'est qu'il y a des enfants, des Jordaniens, des touristes. Les convives commencent à arriver. Maria, ravie de vous rencontrer. Asseyez-vous, je vous en prie. Quand nous étions très jeunes, nous venions ici dans la maison de ma grand-mère pour apprendre à préparer des plats jordaniens. Quand ma grand-mère est décédée, nous avons décidé que nous garderions sa maison ouverte à tous. Un cours en plein air de 3 heures. Qui n'a pas de tablier? Où les participants vont avoir la chance de découvrir les secrets des recettes de la grand-mère de Maria. Au menu aujourd'hui, la magloubé, un plat à base de riz, d'aubergines rôties et de poulet. Mes phalanges guident la lame et je coupe. Jusqu'à la fin. Les convives viennent du monde entier. Irlande, États-Unis, Angleterre, Canada. Ce sont souvent des touristes à la recherche d'une expérience culinaire authentique. Cela m'intéressait vraiment d'apprendre la cuisine arabe et d'amener ça avec moi en Irlande. C'est délicieux. Je suis impatient de goûter tout ça, surtout que c'est nous qui l'avons préparé. On va encore plus l'apprécier. Je cuisinais avec ma grand-mère quand j'étais jeune. Et c'était la même chose, elle me disait « remue bien » ou « retire ça du feu ». Alors d'être ici, ça me rappelle plein de souvenirs. Au-delà des recettes, Maria transmet surtout les valeurs de sa grand-mère, car la démarche de cette jeune entrepreneur est avant tout sociale.
Ici, plus d'une dizaine de femmes jordaniennes de milieux défavorisés comme Bayan exercent le métier de chef et partagent leur savoir-faire. Bayan a désormais un emploi stable, elle est indépendante financièrement. Une fierté pour Maria. Ma grand-mère a toujours aidé les femmes. Dans les années 30-40, c'était une femme très forte, déterminée. Elle disait tout le temps, les femmes doivent travailler comme les hommes. C'est ce que j'ai aimé chez elle. Et c'est ce qu'on essaie de faire à notre tour. Transmettre sa philosophie et la rendre fière de nous, j'espère. La meilleure magloubée du monde, c'est la mienne. Tout le monde me le dit. Elle est connue, tout le monde l'aime. C'est la meilleure. À la nuit tombée, les apprentis chefs se retrouvent à l'intérieur. Et la magloubée, le plat tant attendu, est enfin prêt. J'ai hâte. Ça a l'air comment? Ça a l'air délicieux. C'est encore meilleur qu'au restaurant. C'est vraiment bon. C'est une super activité à faire en groupe. On rencontre plein de gens avec qui on a un bel échange. Les gens ici sont très sympas, plein de bonne énergie. Un repas bien mérité pour les convives et une grande satisfaction pour Maria. La plus belle des récompenses est de voir tout le monde manger et me dire à quel point ils ont aimé la nourriture. J'adore voir tous les convives ici, tout le monde se sent comme à la maison. C'est une très belle atmosphère et c'est la chose la plus importante. À travers son histoire familiale, ses racines et son énergie, Maria crée de beaux moments de partage. Les convives se souviendront longtemps de ce repas, une expérience unique qui leur donnera sans doute envie de revenir en Jordanie. C'est une destination nature par excellence, avec plus de 60% de son territoire couvert par des forêts. La Slovénie est un des pays d'Europe les plus boisés, mais une partie de la beauté du pays n'est pas visible immédiatement aux visiteurs. Dans les tréfonds de la terre se cachent des mines et des grottes à couper le souffle. C'est un pays qui vous fait chavirer au premier regard. La Slovénie ne manque pas d'atouts pour séduire le voyageur, mais une partie de sa beauté reste cachée dans les tréfonds de ses quelques 12 000 grottes. Le chiffre donne le tournis, la splendeur des lieux encore plus. Ce jour-là, des visiteurs venus de pays européens, mais aussi de Hong Kong ou du Brésil. Avant de s'enfoncer plus loin, la guide Anna fait une petite mise au point. Les plus anciennes sculptures de calcaire que vous allez voir aujourd'hui ont environ 350 000 ans. Ne les touchez pas, car les toucher les empêche de continuer leur croissance naturelle. La visite peut enfin commencer. 5 km de galeries ouvertes au public, plus spectaculaires les unes que les autres. Certaines atteignent les 115 mètres de haut. Rien n'a envie à une cathédrale. Ça titille mon imagination, tout ça. J'ai l'impression de voir plusieurs scènes différentes. Tout à l'heure, j'ai cru voir un homme qui se battait ou encore un dieu chinois. Regardez là-bas, on a l'impression que c'est une personne qui porte un petit bébé. Vous ne trouvez pas? Le chemin est balisé. On en oublierait presque que l'on est dans une grotte, quand, soudain, une furtive coupure de courant. Alors ne bougez plus, restez à votre place. C'est à ça que ça ressemble une grotte en temps normal. La grotte de Postojna attire 600 000 visiteurs par an. Mais pour apprécier l'endroit à sa juste valeur, il faut s'éloigner des flots de touristes. Stanislas Glazar est un spéléologue chevronné. Il nous emmène exceptionnellement à la découverte de recoins habituellement fermés au public. Ici, seules les gouttes d'eau qui s'écrasent semblent rythmer les jours. Chargées en calcaire, ce sont elles qui finissent par créer sur la durée ces structures oniriques. Là, c'est en pleine formation. Vous voyez les gouttes qui tombent, ça fait un splash. Il y a plein de particules qui se mettent un petit peu partout et qui forment ça, quoi. 24 km de galeries,
et une impression de solitude totale. Et pourtant, les lieux ont bel et bien été visités à maintes reprises. Sur certaines parois, des inscriptions datant de 1825, entre autres. Johann Fercher, Urbas Eilers, donc c'est tout simplement l'équipe de topographes qui a fait des topographies de la grotte de Postena. Il aura fallu attendre le 19e siècle pour que la grotte soit ouverte au public. Pourquoi si tard ? À cause, nous dira Stanislas, de croyances ancestrales faisant des grottes des lieux habités par des dragons. À l'origine de cette rumeur, cet animal, un poisson, aux allures d'anguille, aussi appelé bébé dragon. Il ressemble un petit peu à un lézard ou à une salamandre, puis il est totalement aveugle à force des millions d'années qu'il a vécu dans l'obscurité. Alors il paraît qu'il y a une quinzaine de millions d'années, il est passé de la surface, puisqu'il vivait au départ à la surface. Il s'est réfugié à l'intérieur des grottes pour survivre des changements climatiques. En apparence frêle, ils peuvent vivre plus de 100 ans, passer une dizaine d'années sans se nourrir. Pour faire venir les touristes, les Slovènes capitalisent sur ces petits êtres qui semblent tout droit sortis d'un conte fantastique. Il en va des pays comme des hommes. Il faut daigner s'enfoncer quelque peu dans leurs méandres pour en percevoir la beauté brute et authentique. Le festival organisé par la faculté de cinéma de Sderot est original à plus d'un titre. Outre qu'il se déroule dans une région déshéritée d'Israël, il présente en compétition des films réalisés par les étudiants de la faculté. Il montre la grande liberté de ton et de création qui caractérise cette faculté. C'est la séquence mémoire. Une double première. Pour la première fois, elle est présente en tant que réalisatrice dans un festival et pour la première fois, son film est en compétition. Jessica Lerner est étudiante à la faculté de cinéma de Sderot. Son documentaire parle d'ici, Israël et d'ailleurs, l'Argentine, son pays d'origine. Il revient sur les années de dictature en Argentine à travers la parole de Clara, ancienne militante de gauche qui a fui le régime militaire voici 30 ans et vit depuis en Israël. Devant la caméra de Jessica, le passé ressurgit, traumatisant. Siempre lo decía, pero no es lo mismo, no entendés. Son tus hermanos, tus maridos, tus hijos, la gente conocida. Y que me perdonen todos, pero un soldado es un soldado. Y un soldado en el que está en un estado en el que tiene que reprimir, reprime. Y Ulay no entran a mi casa, y Ulay no me golpean a mí, y Ulay no roban a mis hijos, y Ulay no matan a mis padres. Pero en algún lado lo hacen. Il y a beaucoup de photos d'archives dans mon film. Un spectateur israélien m'a demandé si elles avaient été prises ici ou là-bas. C'était bien mon intention. Je n'ai rien contre l'État d'Israël. Je me sens enracinée ici. Ma critique n'est pas destinée spécifiquement à Israël et je refuse que mon film soit interprété ainsi. C'est une critique d'un État où prédomine le militaire. Autre vie, autre regard, autre film. Yehudit Damari est elle aussi étudiante. Quand elle a commencé ses études de cinéma, elle vivait encore avec sa famille dans une des colonies juives de la bande de Gaza. Un jour, l'ordre d'évacuation des colonies est tombé et Yehudit s'est mise à filmer jusqu'au jour du déménagement, en août 2005. Un documentaire intime sur le traumatisme vécu par ses parents, ses frères et sœurs. J'ai voulu que toute l'histoire de l'évacuation n'apparaisse qu'en toile de fond. J'ai voulu mettre en évidence la lutte d'une famille dans un moment de crise, de ma famille plus particulièrement. C'est ça qui m'a intéressée. Le plus difficile pour moi, ça a été de résoudre ce dilemme, continuer à tourner ou poser la caméra. Surtout pendant la scène au cours de laquelle mon frère brise les fenêtres. Aujourd'hui, je suis presque choquée de ne pas avoir jeté la caméra pour le prendre dans mes bras.
Je crois que continuer à filmer relève plus de la volonté de témoigner que de celle de faire un film. Et c'est ça, je pense, qui m'a fait tenir. Le film de Yehudit a été accueilli par des pleurs, ceux de sa famille et de ses amis des colonies évacuées, et par un prix. Celui de Jessica a soulevé des questions, des gênes et suscité des applaudissements. L'une comme l'autre ont des projets dont elle refuse encore de parler. Seule certitude qu'elle clame haut et fort, leur avenir ne se construira pas sans le cinéma. Dictature en Argentine, à travers la parole de Clara, ancienne militante de gauche qui a fui le régime militaire voici 30 ans et vit depuis en Israël. Devant la caméra de Jessica, le passé ressurgit, traumatisant. Siempre lo decía, pero no es lo mismo, no entendés. Son tus hermanos, tus maridos, tus hijos, la gente conocida. Y